Ça a déjà été une journée très excitante. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a annoncé sur Cable News Network que les États-Unis envisagent d'accorder à l'Ukraine la protection de l'article 5 de l'OTAN. C'est sans aucun doute une excellente nouvelle pour l'Ukraine et pour la paix dans le monde. Mais cela n'est pas sans complexité. Mais avant d'aborder les complexités, écoutons d'abord exactement ce qu'a dit Steve Witkoff. Donc, le président Trump a qualifié cette réunion d'extrêmement productive et a déclaré que de nombreux points avaient été convenus. Vous étiez dans la salle. Pouvez-vous nous donner 2 points précis qui ont été convenus? Nous sommes tombés d'accord, Jake. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et bonjour, nous avons convenu des garanties de sécurité solides que je dirais révolutionnaires. Nous ne pensions pas que nous étions proches d'obtenir la protection de l'article 5 des États-Unis, ni une consécration législative au sein de la Fédération de Russie, ni l'engagement de ne pas attaquer d'autres territoires lorsque l'accord de paix sera codifié. Une consécration législative au sein de la Fédération de Russie, l'engagement de ne pas s'en prendre à d'autres pays européens, ni de violer leur souveraineté. Nous avons donc accepté et il y avait bien plus encore. Permettez-moi de dire ceci d'emblée. Après les interviews d'aujourd'hui que Steve Witkoff et Marco Rubio ont données, et je crois qu'ils ont fait en toutes 7 ou 8 interviews en quelques heures ce matin, il semble qu'il y ait eu beaucoup plus de progrès réalisés lors du sommet que ce que nous avions appris au départ. Cela vient du fait qu'aucune partie n'était prête à donner les détails. Mais maintenant, plus d'informations émergent. L'essentiel, c'est celui-ci. On l'a vu lorsque Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse, a reconnu pour la première fois comprendre le besoin de garanties de sécurité pour l'Ukraine et qu'elle en obtiendrait une forme. Cela ne veut pas forcément dire que l'Ukraine rejoindra l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN demeure une ligne rouge, catégoriquement refusée par les États-Unis. Le président Trump a déclaré que l'Ukraine ne sera pas acceptée dans l'OTAN. Le président Biden a également déclaré officiellement que l'Ukraine ne sera pas acceptée dans l'OTAN. Ici, il s'agit d'une garantie semblable à l'article 5, proposé initialement par l'Italie, qui estimait que l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas nécessaire. Nous pouvons simplement étendre la garantie de l'article 5 à l'Ukraine. Ainsi, si l'Ukraine est attaquée après un accord de paix, ce sera considéré comme une attaque contre l'OTAN, qui interviendra pour défendre. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des bases de l'OTAN en Ukraine ou quoi que ce soit de ce genre. Cela veut simplement dire que l'Ukraine bénéficiera d'une garantie. Aujourd'hui, nous avons découvert plus de détails sur la garantie et les personnes impliquées dans sa mise en place. Ce ne sera pas lié à l'OTAN, mais rappellera l'article 5. Écoutons plus de détails. Vous avez mentionné la garantie de l'article 5 de l'OTAN. Une attaque contre un seul est une attaque contre tous. La Russie permettrait que cela se produise, que toute incursion supplémentaire en Ukraine, la Russie comprendrait que cela serait considéré comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Non, Jake, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous sommes parvenus à un accord selon lequel les États-Unis et d'autres nations européennes pourraient effectivement offrir un langage similaire à l'article 5 pour garantir une sécurité. Poutine a affirmé que l'entrée dans l'OTAN constituerait une ligne rouge. Donc, ce dont nous discutions, c'était en supposant que cela tienne, en supposant que les Ukrainiens puissent accepter cela et vivre avec, et que tout serait inclus. D'accord. Il s'agira de ce que les Ukrainiens peuvent accepter. Mais en supposant qu'ils le puissent, nous avons pu obtenir la concession suivante, que les États-Unis puissent offrir une protection similaire à l'article 5, ce qui est l'une des vraies raisons pour lesquelles l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Nous avons en quelque sorte pu contourner cela et obtenir un accord où les États-Unis pouvaient offrir une protection type article 5, c'était la première fois que nous entendions les Russes l'accepter. Maintenant, bien sûr, comme vous venez de l'entendre, la Russie n'accorde pas cette concession gratuitement. La Russie exige que l'Ukraine cède des territoires qu'elle ne contrôle pas encore. Et évidemment, le président Zelensky n'abandonnera pas cela facilement. Et aussi, ce n'est pas quelque chose que le peuple ukrainien va accepter facilement, surtout en considérant que l'Ukraine l'a déjà fait plusieurs fois. Ils ont quitté la Crimée pour une paix durable, mais Poutine est revenu frapper. Ils ont quitté Donetsk et Louhansk,
Puis Poutine était revenu frapper à la porte. Il ne semble pas que Poutine veuille la paix, après qu'un pays soit prêt à céder du territoire. Mais avant de parler des détails de cette partie de l'accord, j'ai encore un extrait à vous montrer, où il semble que Steve Witkoff laisse entendre qu'il pourrait y avoir des troupes américaines sur le terrain, en Ukraine, dans le cadre d'une garantie de sécurité. C'est quelque chose de nouveau, et il semble que ce soit l'une des garanties de sécurité les plus fortes que l'Occident puisse offrir à l'Ukraine. Chef. Parlons donc des garanties de sécurité que vous évoquez. Que signifient-elles concrètement? Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour offrir à l'Ukraine les garanties nécessaires afin qu'elle accepte de négocier? Cela signifie que les États-Unis sont potentiellement prêts à offrir des garanties de sécurité de type article 5, mais pas de la part de l'OTAN, directement de la part des États-Unis et d'autres pays européens. C'est énorme, je veux dire, vraiment énorme. Est-ce que cela... Des troupes sur le terrain? Que cela implique-t-il logistiquement? Je pense qu'une partie de la discussion que nous allons avoir lundi tout au long de la journée, parce qu'il y aura des sessions en petits groupes, portera précisément sur les détails de ce dont les Ukrainiens estiment avoir besoin. Rappelez-vous, en tant que médiateur, nous étions à ce sommet pour défendre la position ukrainienne et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait avec succès. Maintenant, il nous appartient d'approfondir les détails précis de ce dont les Ukrainiens ont exactement besoin pour leur donner un sentiment de sécurité à l'avenir. C'est aussi ce dont les Européens ont besoin. Nous étions pleinement engagés pour cet objectif. Compte tenu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, il serait vraiment surprenant, à mon avis, que cela figure dans l'accord final. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine et son avenir. Voyons maintenant ce que la Russie a exigé en échange d'abandonner quelque chose comme cela. Selon Reuters, qui s'est entretenu avec des sources connaissant les détails des discussions qui ont eu lieu en Alaska, eh bien, selon ce rapport, dans le cadre de la proposition russe, Kiev se retirerait complètement des régions orientales de Donetsk et de Louhansk en échange d'une promesse russe de geler les lignes de front dans les régions méridionales de Kherson et de Zaporizhia. Donc techniquement, selon cela, la Russie n'abandonne aucun territoire occupé qu'elle contrôle actuellement en Ukraine. Ils exigent que l'Ukraine renonce totalement à Donetsk et Louhansk. Ceci pose problème à cause de la ceinture de forteresses. Nous en avons parlé dans la vidéo d'hier, mais en gros, l'Ukraine a fortement fortifié ces 4 ou 5 villes juste à l'extérieur de la zone que la Russie contrôle dans le Donbass. Et la Russie n'a pas réussi à prendre le contrôle de tout le Donbass depuis 14 ans. Et maintenant, ils veulent simplement que l'Ukraine abandonne, ce qui créerait un énorme problème pour l'Ukraine, car elle devrait abandonner toutes les lignes de défense qu'elle avait construites dans ces villes, que, encore une fois, la Russie n'a pas la capacité de prendre. En fait, selon une analyse récente du ministère britannique de la Défense, au rythme où la Russie progresse sur le champ de bataille, plus précisément dans la région du Donbass, il faudrait environ 4 ans et demi aux forces russes pour prendre le contrôle de 100% des villes que la Russie souhaite contrôler. De plus, cela causerait environ 2 millions de pertes supplémentaires pour la Russie. Et cela viendrait s'ajouter aux millions de pertes que la Russie a déjà subies. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre à quel point cette demande est énorme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'experts, appellent cela une sorte de pilule empoisonnée pour la Russie. Ce qui signifie que la Russie fait ses demandes en sachant très bien que l'Ukraine ne pourra jamais les accepter. Quand l'Ukraine refusera, ils la rendront responsable en disant « Regardez, c'est Zelensky, c'est l'Ukraine qui ne veut pas la paix ». Voici un extrait de l'envoyé spécial Steve Witkoff expliquant la position du président Trump et des États-Unis sur cette demande. Car, comme nous le savons tous, ce sera le principal sujet ou le point clé lors d'un accord de paix. C'est vraiment très important. Écoutons. Le président soutient une proposition de Poutine visant à céder le Donbass en grande partie aux Russes. C'est un endroit où vivaient 6,5 millions d'Ukrainiens avant le début de cette guerre. Alors pourquoi faire quelque chose qui semblerait être une récompense pour quelqu'un qui a attaqué un pays souverain? Nous étions dans la pièce, Shannon, en tant que médiateur. Et le président, en tant que médiateur, cherchait des moyens de résoudre la crise. Il comprend que c'est aux Ukrainiens de décider comment ils pourraient échanger des territoires, comment ils pourraient
conclure un accord avec les Russes sur différents territoires là-bas. Mais c'est pourquoi Zelensky et les Européens viennent à la Maison-Blanche lundi pour prendre ces décisions eux-mêmes. Les informations sur le soutien du président à la demande de Poutine sont-elles exactes? Je pense que le président soutient un accord de paix, Shannon, et l'a presque entièrement parcouru. En Alaska. Je veux dire, j'ai été personnellement surpris par le nombre de victoires que nous avons eues ce jour-là. C'était tout à fait conforme. Nous étions d'accord sur des garanties de sécurité beaucoup plus solides. Les Russes ont accepté d'inscrire dans la législation une disposition qui les empêcherait ou qu'ils attesteraient ne pas tenter de prendre davantage de terres à l'Ukraine après un accord de paix, où ils attesteraient ne pas violer aucune frontière européenne. Nous avons déjà vu beaucoup, mais il en reste encore. La Russie est prête à rendre des parcelles relativement petites de terres ukrainiennes qu'elle a occupées, dans les régions du nord de Soumy et du nord-est de Kharkiv. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la Russie contrôle une toute petite partie de Soumy. Et juste pour comparaison, les régions que la Russie est prête à rendre représentent environ 440 km². Et en échange, la Russie demande à l'Ukraine d'abandonner environ 600 km² de Donetsk et de Louhansk. Ce n'est absolument pas un échange équitable, et je réalise encore une fois que rien dans cette affaire n'est juste. C'est la Russie qui envahit une nation souveraine. Je me concentre uniquement sur l'accord de paix et les détails révélés aujourd'hui. Maintenant, le secrétaire d'État Marco Rubio a également donné plusieurs interviews différentes ce matin, et voici précisément ce qu'il dit à propos de ce que la Russie abandonne pour apporter la paix dans le monde. Parce qu'après tout, tout cela a commencé parce que Vladimir Poutine voulait reconstruire l'Union soviétique. Écoutons. Monsieur le secrétaire, la Russie devra-t-elle abandonner? Quelles concessions la Russie, l'agresseur, devra-t-elle faire dans le cadre de cet accord de paix? Eh bien, c'est justement l'objet de ces négociations. Et comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde entre dans une négociation en voulant obtenir 100% de ce qu'il souhaite. Cela concerne l'Ukraine et aussi les Russes. Et la seule façon de parvenir à un accord sur quoi que ce soit dans les affaires, en politique ou en géopolitique, la seule façon d'y parvenir, c'est que chaque partie obtienne quelque chose et que chaque partie concède quelque chose. Ça a été très difficile. Alors, si c'était simple, ça ne durerait pas 3 ans et demi. Comprenez que plus ces guerres durent, plus il est malheureusement difficile d'y mettre fin, car chaque camp cherche toujours à avoir un avantage sur l'autre. Dans ce cas précis, le camp russe aussi. Et donc, je pense que c'est le cœur de ce que nous essayons de résoudre ici. C'est pourquoi Zelensky vient demain. C'est pourquoi les dirigeants européens viennent demain. Le président les a donc appelés depuis l'avion et leur a parlé 2 heures la nuit. Nous avons aussi été engagés à chaque étape. Nous cherchons un terrain d'entente acceptable pour les 2 parties, ce qui a été difficile. C'est un ensemble de questions difficiles, mais nous y consacrons beaucoup de temps. Le président mérite d'être reconnu pour cela. Et je comprends que ces négociations sont en cours. Mais pouvez-vous citer une chose que le président Trump demande à la Russie d'abandonner pour obtenir la paix? Eh bien, je ne vais pas divulguer ces choses parce que si nous le faisons, vous pouvez imaginer que les négociations pourraient échouer. Ces négociations, écoutez, je sais que tout le monde veut savoir ce qui se passe. Et dans une certaine mesure, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est que ces négociations aboutissent. Et que nous courions vers la presse, comme vous voyez parfois ces fuites qui sont complètement inexactes. Et dans de nombreux cas, parfois vous voyez des fuites qui sapent les négociations. D'accord, pour que ces négociations soient couronnées de succès, il faut permettre aux 2 parties d'accepter ou de discuter d'éventuelles concessions sans que cela ne se retrouve dans la sphère publique et ne crée toutes sortes de problèmes internes pour l'un ou l'autre pays. Voici l'essentiel, nous connaissons les éléments d'un tel accord. Il faut discuter de l'apparence des territoires et des frontières à la fin de ce conflit. Il faut discuter du désir légitime de l'Ukraine en matière de sécurité à long terme, pour s'assurer qu'elle ne soit plus jamais envahie. Il faut discuter de la façon dont l'Ukraine sera reconstruite et comment on reconstruit un pays qui a été attaqué aussi souvent au cours des 3 dernières années et demie. Ce sont des éléments clés de tout accord, nous le comprenons. Et chaque partie, s'il doit y avoir un accord, chaque partie devra faire des concessions, c'est un fait. Comme vous venez de l'entendre de la part du secrétaire d'État, la délégation ukrainienne viendra demain à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. De plus, de nombreux dirigeants européens viennent avec Zelensky.
Nous avons déjà la confirmation du Premier ministre britannique, du Premier ministre italien, du chancelier allemand, des présidents finlandais et français, du secrétaire général de l'OTAN et de la présidente de la Commission européenne. Tout cela signifie clairement que nous allons prendre de grandes décisions demain. Nous saurons si l'Ukraine est prête à céder le Donbass, à faire des concessions pour la paix, ou si les délégations européennes et ukrainiennes peuvent nous convaincre Trump de la réalité de la situation. Poutine essaie simplement de rejeter la faute sur l'Ukraine en formulant des exigences qui ne sont tout simplement pas raisonnables. Nous ne pouvons pas nous attendre, ou plus précisément, nous ne pouvons pas simplement laisser un pays agir en toute impunité lorsqu'il tente de modifier les frontières internationales par la force. Et c'est un point sur lequel l'Union européenne a été très claire. Hier, lors d'une conférence de presse avec la commissaire européenne et le président Zelensky, ils ont réaffirmé ce point. L'Ukraine doit être un porc-épic d'acier, ingérable pour tout agresseur. Lors de sa conférence de presse conjointe avec le président Zelensky à Bruxelles, avant la rencontre avec le président Trump lundi, la commissaire européenne a souligné que l'Ukraine décidait de son propre destin, mais qu'elle pouvait toujours compter sur l'Europe. Les frontières de l'Ukraine ne peuvent être changées par la force, seules les décisions de l'Ukraine comptent. Demain, l'Ukraine choisira son destin. Le 19e paquet de sanctions sera adopté en septembre. L'Ukraine ne doit pas avoir de restrictions concernant ses forces armées. Il est important de souligner que c'était l'une des exigences que la Russie réclamait depuis le plus longtemps, mais il ne semble pas que ce soit encore une demande après le sommet qu'ils ont eu avec le président Trump. Bref, poursuivons avec le rapport. L'Union européenne et la coalition des volontaires sont prêtes à apporter leur contribution aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Elles seront un peu comme l'article 5 de l'OTAN. Le président Zelensky a également souligné que Poutine n'a pas réussi à capturer le Donbass en 12 ans. Un cessez-le-feu d'abord, puis le travail sur l'accord final aura lieu. Les négociations peuvent débuter à la ligne de front actuelle. Une armée forte garantit la sécurité. Les questions territoriales doivent être abordées lors d'une réunion trilatérale. Donc, rien qu'à partir des déclarations faites hier par le président Zelensky, il ne semble pas qu'il apprécie l'idée que l'Ukraine abandonne le Donbass, qu'elle abandonne la ceinture de forteresse dans laquelle elle a énormément investi. Maintenant, encore une fois, j'espère que vous comprenez l'importance des détails dont nous parlons, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? L'Ukraine ne déclare pas vouloir reprendre les terres contrôlées par la Russie. L'Ukraine affirme simplement qu'elle ne doit pas être contrainte d'abandonner des terres que la Russie n'a pas encore prises. Ils ne devraient pas être forcés d'abandonner des terres où ils ont tant investi pour bâtir des lignes de défense. Ce qui, pour moi, surtout au XXIe siècle, semble être une chose raisonnable à vouloir pour un pays souverain. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans un monde où un pays plus grand dit en gros « Hé, on continuera à vous attaquer à moins que vous ne nous donniez plus de terres. » Ce n'est pas le monde que nous voulions construire après la Seconde Guerre mondiale. Et nous ne devrions pas revenir à ce monde-là, même après tous les progrès que nous avons accomplis au cours des 100 dernières années. Eh bien, devinez quoi ? Lors de sa 3e ou 4e interview aujourd'hui, Marc Rubio a reçu cette question et voici sa réponse. En fin de compte, si Vladimir Poutine se voit offrir des terres qu'il n'a pas encore saisies, mais qu'il obtient par la négociation, cela n'établit-il pas un dangereux précédent, à savoir que les États-Unis acceptent désormais l'idée qu'il est acceptable de s'emparer de terres par la force? Je sais. Poutine a déjà annexé des terres par la force, ce qui n'est pas un bon précédent. Cette guerre était négative. Exiger un retrait? C'était un précédent. Eh bien, encore une fois, pour parvenir à un accord ici, pour mettre fin à ce conflit, les deux parties vont devoir faire des concessions. C'est un fait. Est-ce que cela signifie une négociation ? Les forces sont non, mais si, mais il ne s'agit pas d'acceptation. Il s'agit de ce que l'Ukraine peut accepter et de ce que la Russie peut accepter. Ils doivent tous deux accepter, sinon pas d'accord de paix. Sans concession, si un camp obtient tout, c'est une reddition. C'est ce qu'on appelle la fin de la guerre par la reddition. Et ce n'est pas ce que nous sommes prêts de faire, car aucun des deux camps n'est sur le point de se rendre ou quoi que ce soit qui s'en approche. Pour qui, non, tant qu'il y ait un accord de paix, c'est un fait. On n'est pas obligé d'aimer ou de trouver ça agréable. Mais pour qu'il y ait une fin à la guerre, il y a des choses que la Russie veut et qu'elle ne pourra pas obtenir. Et il y a des choses que l'Ukraine veut et qu'elle n'obtiendra pas non plus. Chacune des deux parties devra faire des concessions pour entamer le dialogue et progresser. C'est ainsi. Plus vite nous accepterons cela, plus vite nous accepterons la réalité. Ce que sont ces choses dépendra des deux parties.
Aucune condition ne peut être imposée à l'Ukraine. Ils devront accepter et obtenir certaines choses. Et donc, par exemple, l'Ukraine est un pays souverain. Ils ont le droit, comme tous les pays souverains dans le monde, d'entrer dans des alliances de sécurité avec d'autres pays pour prévenir une invasion à l'avenir, pour prévenir les menaces à leur sécurité nationale. Ce n'est pas une demande déraisonnable, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Les territoires devront être discutés, c'est un fait. Et il y a des choses que la Russie détient peut-être actuellement qu'elle devra abandonner, qui sait? L'essentiel est de créer un scénario où cela devient possible. C'est pourquoi cela a été si difficile, car aucun camp n'a voulu céder sur certains points. Nous verrons si c'est possible. Ce ne l'est peut-être pas, mais nous allons tout faire pour atteindre la paix.